Donc, Aline est également dans le secteur, la filière équine depuis 2008, responsable depuis le 1er janvier de la Société de course de Pompadour. Et auparavant responsable de nombreux projets, que ce soit à l'Institut de l'élevage ou à l'IFCE. Donc, elle a travaillé notamment sur des études sur la fin de vie des équidés et sur l'appui à la filière pour l'export. Donc, une maîtrise de la filière course, mais aussi chevaux de sport, comme on va le voir dans cette étude qu'elle va présenter, où elle est allée chez nos presque voisins pour regarder ce qui se faisait en matière d'élevage de chevaux de sport. Et donc, elle a choisi 3 pays européens, presque voisins. Donc, c'est intéressant de voir comment s'effectue la structuration de l'élevage de chevaux de sport dans ces pays-là. Et peut-être ce qu'on pourrait copier ou au contraire, surtout pas copier. Donc, je vous laisse la parole. Tout à fait. Alors, merci Florence pour cette introduction. Donc, effectivement, on va continuer notre périple européen, cette fois à l'échelle de l'élevage, pour aller voir ce qui se passe chez nos amis éleveurs voisins. L'étude dont Astrid vient de vous présenter la première partie était un partenariat entre l'IFCE et l'Institut de l'élevage, et l'étude a été menée sur l'année 2016. Pour la seconde partie qui me concerne, il y a eu 2 temps à cette étude. L'objectif, c'était de comprendre le fonctionnement des élevages de chevaux de sport européens, mais ça a fait l'objet d'une première phase de diagnostic qui nous permettait de comprendre la structuration de la filière équine de 10 pays européens et son dimensionnement. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire que ce diagnostic a fait l'objet ou va faire l'objet très prochainement de 10 fiches pays. Voilà, on a profité de l'occasion pour publier les données qu'on avait pu récolter sur ces pays-là. Alors, à partir de ce diagnostic, on a choisi 3 pays qui sont l'Irlande, les Pays-Bas et l'Allemagne. Alors, ces pays donc, ont été choisis pour diverses raisons, mais aussi à l'issue du diagnostic, en fonction des portes d'entrée et des correspondants qu'on a pu avoir. Puisque notre objectif était quand même d'aller dans des élevages, d'aller poser des questions nombreuses et parfois intrusives. Il y avait aussi la barrière de la langue, donc il fallait un interlocuteur et des éleveurs qui étaient disposés à nous accueillir. Donc, Irlande, Pays-Bas, Allemagne ont été choisis. L'objectif, donc, on partait dans une démarche d'approche globale, de comprendre les systèmes. On a établi un cahier des charges qu'on a envoyé à nos interlocuteurs pour sélectionner les élevages. On n'a pas voulu plaquer nos attentes françaises. On voulait voir un petit peu ce qu'étaient les systèmes chez nos pays voisins. Donc le cahier des charges, c'était principalement qu'on voulait rencontrer des éleveurs qui avaient un profil professionnel, qui avaient un élevage qui était viable, qui était aussi représentatif de ce qui se passait dans son pays, et enfin qui acceptait de nous ouvrir ses portes. Donc, pour chaque pays, 3 à 4 exploitations visitées. À chaque fois, on va dire une bonne demi-journée de rencontre sur la ferme et un questionnaire relativement long, mais pourtant très allégé par rapport à ce que peut faire le réseau équin, puisqu'en 3 heures de temps, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à une comptabilité très fine. Voilà. Le déplacement en binôme, alors je le souligne quand même, puisqu'on avait la volonté de vous rapporter des images. Donc aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler. En fin de présentation, il y aura une petite vidéo pour essayer de vous illustrer ce qu'on a pu voir. Voilà. Donc ma présentation avant la vidéo, ça va être surtout de mettre en avant les atouts, les 2 gros points forts qu'on a retenus dans chaque pays. Alors, pour l'Irlande, donc notre interlocuteur, ça a été le Tigasque. On a la chance aujourd'hui d'avoir un représentant du Tigasque parmi nous. Donc je remercie Declan qui est là et qui aura l'occasion de vous présenter ses missions et un petit peu la filière équine en Irlande. Alors pour les puristes, je vous ai mis quelques chiffres du type d'exploitation visitée pour bien se rendre compte du dimensionnement.
Ce qui est notable, c'est qu'on a été dans des exploitations qui sont dans les bassins de forte concentration d'élevage, c'est-à-dire sur la côte au niveau de Galway, et puis après complètement à l'est, dans la région de Kilkenny, en descendant sur Cork. Donc voilà où se situent les 4 exploitations qu'on a visitées. Parmi elles, donc, des exploitations avec un atelier équin et souvent un autre atelier de diversification. À noter quand même que les races de chevaux n'étaient pas du tout un critère de sélection. Ce qu'on voulait, c'était voir des élevages de chevaux de sport. Donc ici, on a 3 élevages de chevaux de sport et un élevage de poneys de sport, puisque le poney Connemara est une des spécialités irlandaises. Alors de l'Irlande, qu'est-ce qu'on retient? Alors je pense que le gros point fort, c'est l'excellente gestion de l'herbe. L'Irlande, une île, donc un contexte pédoclimatique qui lui est propre, avec une pluviométrie que tout le monde connaît et un effet Gulf Stream. Jusque-là, on pourrait penser que ça peut être des inconvénients, puisque des cultures de céréales sont compliquées, la récolte du foin n'est pas forcément évidente non plus. Et pourtant, l'Irlande a pris le problème à l'envers, en partant de cet atout qui était la pousse de l'herbe. Et du coup, l'élevage est complètement articulé autour et ils produisent des animaux avec des charges de production qui sont maîtrisées. Alors dans la pratique, par quoi ça se vérifie? Les 4 exploitations visitées pratiquaient les rotations de pâturage avec d'autres espèces, donc équin plus bovin, équin plus ovin. Une fertilisation particulièrement optimisée, les équins sortent de la parcelle, tout de suite on passe la herse, on fertilise. Les pâturages, donc quand je dis pâturage, c'est bien le fait de consommer de l'herbe et pas le fait de sortir dehors, c'est-à-dire des animaux qui se nourrissent à l'herbe et exclusivement à l'herbe, quasiment 10 mois de l'année. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et après, de l'enrubanage jusqu'à 5 coupes annuelles avec des taux de... avec des qualités qui sont très, très élevées et qui permettent du coup de limiter la complémentation, avec du coup des systèmes peu dépendants des intrants, puisque les distributions d'aliments industriels ou de compléments sont vraiment minimisées. Donc ça, le premier point fort de l'Irlande. Deuxième chose qu'on peut retenir, chez les 4 exploitants qui nous ont reçus, c'était un objectif de production orienté sur un segment spécifique du marché, c'est-à-dire le marché des foals de sport. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très courant en France, mais là-bas, on a eu affaire à des éleveurs professionnels qui vendaient quasiment l'exclusivité de leur production à d'autres acteurs complètement professionnels et surtout qu'ils les vendaient foal, c'est-à-dire post-sevrage. Donc on n'avait pas d'animaux de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans et plus à valoriser sur l'exploitation. Donc ça, c'est assez notable puisque ça permet un circuit financier court avec des recettes en N+1 qui permettent de limiter en tout cas les écarts de trésorerie. Alors par contre, dans la pratique, ça impose une rigueur dans les choix opérés puisqu'on ne vend pas un animal moyen à un professionnel qui a la même connaissance zootechnique que soi. Donc on a eu affaire à des éleveurs qui étaient particulièrement sélectifs dans le choix de leur poulinière, une génétique éprouvée, attractive. Le choix des étalons, toujours des étalons qui étaient très commerciaux et européens, donc ça on y reviendra. Et pareil, la clientèle, donc des professionnels européens eux aussi, avec des marchands et des cavaliers qui se déplaçaient de partout en Europe pour acheter ces foals post-sevrage. Donc du coup, nos éleveurs se contentaient d'élever, donc on avait affaire à des zootechniciens particulièrement performants, qui n'étaient pas forcément cavaliers, mais qui en tout cas maîtrisaient parfaitement toutes les activités de reproduction, d'alimentation et d'assolement. Voilà, donc ça c'est pour les particularités de l'Irlande. Je pense que Declan vous fera une présentation après, vous aurez tout loisir de lui poser des questions par rapport à ça. Les Pays-Bas ensuite, donc notre interlocuteur a été Sectorad Pardon. Alors vous pardonnez, j'ai mis le logo parce que mon accent néerlandais est très mauvais. C'est un organisme qui fait le lien entre l'État et la filière cheval. Donc là vous pouvez voir que la typologie des exploitations visitées, elle est complètement différente de celle visitée en Irlande.
puisqu'on est sur des exploitations spécialisées et à très grande échelle. Alors effectivement, on a l'exploitation avec les 980 équins, mais bon, même si c'est effectivement peut-être une attraction, les deux autres visitées ont toutes plus de 200 chevaux et ça reste monnaie courante dans ce pays-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour les Pays-Bas? Alors, d'une part, c'est un élevage hors sol. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, élevage hors sol, des fois on a des petits a priori. Élevage hors sol et bien-être animal, c'est pas du tout incompatible. Donc, les Pays-Bas, ils souffrent d'un contexte national qui leur est propre aussi, avec une pression foncière qui est énorme et du coup une concurrence entre infrastructure, agriculture, habitation. On a des prix à l'hectare qui dépassent les 100 000 euros. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre des chevaux partout dans les prés. Donc ils ont su s'adapter et on a affaire à des exploitations qui sont plutôt du coup hors sol, intensives, peu nombreuses et donc de grande envergure. Donc dans la pratique, ça se traduit par pas ou peu de pâturage, puisqu'effectivement l'accessibilité à la surface est un facteur limitant. Donc on a des chevaux qui sont élevés plutôt en stabulation, qui sont allotés, donc qui sont par lot, parfois de 50 à 60 foals, et qui sortent tous régulièrement sur des aires stabilisées ou sablées. Là, pour le coup, à l'inverse de l'Irlande, on a des systèmes qui ont une très forte dépendance aux intrants, puisque les animaux consomment beaucoup de concentré ou de l'enrubanage qui n'est pas toujours produit sur place. A l'inverse, pour compenser ces charges supplémentaires, il y a une très forte mécanisation des structures, c'est-à-dire qu'on entretient un nombre très important de chevaux avec des charges de structure qui sont très limitées. À titre d'exemple, une des exploitations entretenait 230 poulains le matin en 1h30. Voilà. Donc la première particularité des Pays-Bas. La seconde, ce sont des structures commerciales. Alors, j'ai pas vraiment de mots j'ai pas vraiment d'appellation puisqu'on n'a pas forcément l'équivalent en France. On pourrait dire que c'est un maillon supplémentaire dans la chaîne de production. C'est des structures de taille importante qui ne font pas naître les poulains, ou pas nécessairement, mais qui en achètent énormément, donc foals au sevrage chez leurs voisins européens, et qui les élèvent en lot jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Leur objectif, c'est de se positionner sur le segment lucratif des étalons de sport pour, en concentrant un échantillon important des foals mâles, avoir le futur reproducteur de demain. Dans les règles de fonctionnement, ils sont aussi très rigoureux, puisque, donc vous avez bien compris, ils élèvent en nombre. Donc je vous repasse les détails, stabulation, en lot, forte mécanisation. Ils appliquent, alors la règle des 20-60-20, c'est pas toujours aussi carré, mais 20-60-20, c'est-à-dire les meilleurs rentabilisent les moins bons. Il y a les 20% les meilleurs qui sont vendus à des prix très importants, les 60% de chevaux moyens qui sont des chevaux très corrects et qui sont vendus à des amateurs ou des professionnels, et les 20% les plus mauvais qui, eux, ne doivent pas générer de charges supplémentaires et qui sont vendus le plus rapidement possible sans coûter d'argent à la structure. Et enfin, ces haras commerciaux, dirons-nous, sont particulièrement tournés vers l'export, notamment pour les 60% du marché. À titre d'exemple, un des élevages visités avait pas moins de 51 pays clients. Voilà. Donc ces structures commerciales ont la force du nombre pour concentrer puis exporter en répondant à la demande des acheteurs. Alors, l'Allemagne maintenant. Donc, notre interlocuteur en Allemagne était le Studbook hannovrien. Donc là aussi, je ne prononcerai pas, je ne parle pas allemand. Pour le coup, l'Allemagne a la particularité, donc vous pouvez le voir sur la carte, de fonctionner par berceau de race. C'est-à-dire que sur un même territoire, on élève une seule et même race. Donc pour le coup, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. On est resté dans le secteur de Verden. Et on a visité 4 exploitations. Donc uniquement avec des hannovriens et avec des systèmes différents, puisque des élevages toujours diversifiés,
avec un atelier de diversification agricole ou équin, variable selon les structures. Alors, de l'Allemagne, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Il y a une très forte histoire avec les éleveurs allemands et les haras fédéraux. À la base, les éleveurs de chevaux étaient des agriculteurs et le poids des haras fédéraux a fait qu'ils ont commencé à élever des équins. Donc, la majorité des exploitations rencontrées sont des exploitations avec un atelier agricole. Ça l'est toujours aujourd'hui, ça se vérifie toujours aujourd'hui. Et dans chaque lender perdure un haras fédéral qui régule un peu moins qu'avant, mais qui régule et organise encore le marché du cheval de sport allemand. Donc la typologie des élevages, elle est très imprégnée de cette histoire. Et il y a une très forte segmentation des compétences, puisque dans les élevages dans lesquels on est allé, c'est pareil, les éleveurs élèvent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevaux qui, après 2 ans et demi, restent sur l'exploitation. Ils passent ensuite dans les mains d'un préparateur qui prépare soit à l'approbation des talons quand c'est le type de cheval qui présente le potentiel, soit qui prépare à des saisons de concours. Et le préparateur n'est pas non plus le cavalier, il y a d'autres structures spécifiques. Voilà, donc une très forte segmentation des compétences. Et ensuite, deuxième point qu'on peut retenir de l'Allemagne, c'est une structuration de l'élevage qui agit vraiment comme un adjuvant. Ce qu'il faut savoir, là aussi, c'est que historiquement, la FN, c'est-à-dire la fédération allemande, a été créée avec 2 pôles. Le pôle sport et le pôle élevage. Donc l'élevage a un poids très important dans les décisions qui sont prises. Le lien avec le Studbook est aussi un adjuvant, puisqu'ils sont vraiment l'interlocuteur privilégié des éleveurs. Ils sont très proches de leurs éleveurs et ils fonctionnent un peu avec un système gagnant-gagnant, puisque leur financement dépend complètement de la bonne vitalité de l'élevage, puisqu'ils se rémunèrent avec un pourcentage sur les ventes de chevaux qu'ils organisent, donc pour le hanovrien 8 par an, et des prestations qu'ils dispensent aux éleveurs. Donc des éleveurs qui vont mal ou qui ne fonctionnent pas, le Studbook n'y a pas intérêt. Et dernier atout de cette structuration, c'est le fonctionnement par berceau de race, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour voir plein d'élevages. Donc un potentiel client n'a pas besoin de se déplacer très loin pour voir un nombre de chevaux assez important qui pourrait correspondre à ses attentes. Donc d'un point de vue de la commercialisation et de la communication qui est faite, l'identité est quelque chose de très important. Voilà, pour l'Allemagne. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez déjà de ces 3 beaux déplacements et de la richesse des échanges qu'on a pu avoir avec les éleveurs, c'est d'une part que oui, les acteurs sont différents, oui, les pratiques d'élevage sont spécifiques à chaque pays, oui, l'organisation de la filière est propre à chaque pays aussi, mais pourtant, il y a un seul et même marché, c'est celui du cheval de sport européen, et tous les pays européens contribuent à l'abonder. Donc je pense que c'est important de se connaître, de connaître les autres pour savoir comment ils fonctionnent et savoir comment on peut travailler ensemble. Voilà. Alors, avant de regarder la petite vidéo, vous verrez peut-être que dans vos petites pochettes, vous avez des synthèses. Donc on vous a imprimé les synthèses qu'on a faites sur les 3 pays. Il y a aussi des témoignages. Alors on ne pouvait pas tous vous les imprimer, puisque pour chaque exploitation, on a publié des témoignages. Donc tout ça, ça sera en ligne sur le site de l'Institut de l'élevage, dès que la journée référence sera terminée. Voilà.